Salut, je voulais vous faire un petit épisode sur les Red Hot Chili Peppers. Lauren the Storyteller. Ouais, je sais que c'est un peu hasardeux et random, mais en fait, j'ai regardé le documentaire sur Netflix. Il y a deux passages qui m'ont interpellée par rapport à mon podcast qui est quand même sur l'art de la créativité. Je le dis pas souvent, mais je parle de beaucoup de sujets différents, mais le fil conducteur, c'est que je décortique la créativité et comment elle se recherche, comment elle s'imagine, comment elle s'articule et comment elle s'exprime surtout. Et il y a deux grands thèmes dont j'ai envie de parler, c'est-à-dire euh, la période de recherche et la vision. Voilà. Pour celles et ceux qui se demandent encore pourquoi est-ce que je fais ce podcast, c'est parce que en fait j'aime bien analyser, comme je l'ai dit, la créativité, comment elle s'articule, mais aussi j'espère aussi pour ceux et celles qui écoutent pouvoir apporter des réponses pendant votre parcours artistique, que vous en soyez au tout début, que vous soyez en plein milieu ou que vous en soyez à la fin. C'est-à-dire que vous êtes un artiste. On n'est jamais abouti en tant qu'artiste, mais c'est-à-dire que ça fait déjà 10 ans que vous êtes artiste. Ça prend 10 ans pour faire un artiste. C'est quelque chose qu'on m'avait dit il y a 10 ans. Et justement, je crois que j'avais fait un épisode dessus d'ailleurs, notamment par rapport à Victoria Monet. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que en fait, c'est la période d'immersion, les 10 années. C'est ce que tu vis dans ta vie sociale, dans ta vie de groupe, dans ta vie intime, dans ta vie de famille aussi, mais aussi dans ton intériorité. Et voilà pourquoi ça devient intéressant. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Rise of the Red Hot Chili Peppers à Brother Hillel. Pardon. Et en fait, j'ai regardé beaucoup de documentaires musicaux cette dernière année et j'ai pas fait des épisodes sur ces documentaires, notamment j'en ai regardé un sur l'évolution de la black music en Angleterre qui est génial, je vous ferai un épisode dessus. J'en ai regardé un sur Janet aussi, j'en ai regardé un sur Whitney, j'en ai regardé pas mal. Et en fait, celui sur les Red Hot m'a particulièrement marqué, les autres aussi bien sûr, mais parce que je l'ai mis très hasardeusement et j'avais pas écouté leur musique depuis, justement c'est là que ça devient intéressant. Les années 2000 en fait. Un tout premier constat avant de rentrer dans le documentaire, où est passée la musique rock en fait. Je les connais, je connais la chanson la plus connue, Can't Stop, et vous voyez Can't Stop it to the Chantix, voilà, c'est ce son là. Et ensuite, après le documentaire, je me suis dit, attends, je vais aller écouter un peu. Et je sais pas, mais genre, la moitié des sons que j'ai. Même pas la moitié, tous les sons que j'ai écoutés, les plus connus, je les connaissais. Et je me suis demandé, mais comment est-ce que tu les connais? Donc je vous pose la question, est-ce que vous connaissez des sons des Red Hot Chili Peppers? Et si oui, comment et pourquoi? Et là, je me suis rappelé tout simplement que le clip passait tout le temps à la télé, en fait. Ça passait tout le temps à la radio, ça passait tout le temps à la télé. Je n'écoute quasiment plus la radio. Donc, effectivement, dernièrement, je me disais, mais t'écoutes plus du tout de rock. Ce qui m'a replongé dans ma période I know, she knows, bon, pour ceux qui ne situent pas, c'est The Cooks, Naïve. Et toute la période Quiet Heartbeat, la période de Skins avec Falls. Et puis toute la période Dis-moi de Bébé Brune en France. Bref, je rigole. Mais pour le coup, je me suis dit, mais c'est marrant parce que là où avant la musique venait à moi, maintenant il faut aller la chercher. J'avais déjà fait un épisode dessus. Et du coup, pour répondre à où est passée cette musique rock, j'ai trouvé la réponse dans le documentaire. Je me suis posé la question à la fin du documentaire et j'ai trouvé la réponse rétrospective dans le documentaire. Pourquoi je dis ça? Je vais vous faire une brève rétrospective parce que en fait, c'est plus intéressant d'aller regarder le documentaire que je vous raconte ce qu'il y a dans le documentaire. Même si je suis une très bonne conteuse, on n'est pas là pour ça. Typiquement, les membres principaux du groupe sont Anthony et Flea. Anthony, c'est le chanteur principal du groupe, le leader. Et Flea, c'est le bassiste. Et ils se sont rencontrés à Los Angeles, en 70, il me semble. Et quand ils étaient teenagers, quand ils étaient très très adolescents. Et ils viennent tous les deux de familles qui sont brisé en fait. Dans le cas de Anthony, c'est la suite du divorce de ses parents, il passe un peu de temps en Californie là où son père habite, puis il décide de vivre définitivement là-bas alors que son père il est dealer en fait. Donc il l'introduit très tôt à des drogues très dures
Et Flea vient d'un environnement très très compliqué aussi. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce documentaire, c'est que bah voilà, on parle d'hommes qui ont maintenant entre 60 et 70 ans. Et ils se rappellent avec beaucoup d'émotion de cette période de leur vie parce que, en fait, quand ils se sont rencontrés en tant qu'amis, ils ont fait famille. Ils ont fait famille parce qu'ils n'avaient personne d'autre, en fait. Et Flea raconte que, bah voilà, hein, I'll tell it like it is, il dit que c'était un bolos, quoi, que c'était un peu un loser, qu'il était toujours un loner, qu'il était seul, qu'il n'avait pas vraiment d'amis, et que alors que Anthony qui est le leader du groupe était déjà super cool, super stylé, il avait toujours des coupes compliquées, des coupes de cheveux compliquées, un style de fou, il faisait des bêtises tout le temps. Ils deviennent super potes et puis voilà, hein, ils sont dans les rues de Los Angeles, ils font des conneries, ils consomment, voilà, voilà, sex, drugs and rock and roll qui arrivera par la suite. Et en fait, c'est là où le documentaire devient intéressant, c'est qu'il rencontre un gars qui est dans un groupe de rock. Donc un jour, il y a une espèce de, je sais pas, fête du lycée ou un truc comme ça. Il y a un groupe de rock qui se produit et il y a un gars qui joue de la basse mais de manière fantastiquement charismatique qui s'appelle Hillel, slovaque. Il est dans un groupe qui s'appelle Anthem. Et en fait, à partir de là, Anthony et Flea, ils sont mesmerized, hein, ils sont c'est brillant ce à quoi ils assistent sur scène. Et en fait, déjà, la première partie qui est intéressante, c'est que se rendre compte à 13-14 ans que tu es en train de regarder quelqu'un d'incroyable et ce truc puissant de ah non, 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 il faut que je fasse la même chose dans ma vie ou que je fasse partie de la vie de cette personne. Ça, je trouve ça incroyable. Et puis, les semaines qui ont suivi, ils arrêtaient pas de parler de ça, ils arrêtaient pas de parler du groupe, du rock, machin et tout. Et un jour, hasardeusement, alors qu'ils sont en train de faire des bêtises dans la rue, hein, because they're little rascals, je rigole, ils font des bêtises, bah ils croisent Hillel qui est en voiture, et je crois qu'il avait un an de plus qu'eux, donc il conduit déjà, et puis à partir de là, leur amitié se forme, c'est un peu un trio, enfin voilà quoi, comique, ils s'amusent entre eux, ils font les 400 coups, vous connaissez quoi. Little Rascals. Et en fait, ils expliquent que bah, lui, il était différent, il était très poétique, il était très sensible, il écrivait des poèmes, il dessinait énormément, et que lui, il avait un foyer très très stable, et que du coup, il passait beaucoup de temps chez lui, et ça, c'est la deuxième observation, il passait, vu qu'il copiait un peu ce que le gars faisait en fait, donc eux aussi dessinaient, il dessinait, donc ils se sont mis à dessiner, puis des fois pour un peu tromper l'ennui, je sais pas, ils avaient une idée un peu créative, donc ils exécutaient l'idée créative sur le coup et ils passaient leur journée à faire ça. Et l'observation que je m'apprêtais à faire, c'est que bah, aujourd'hui, dans le cas de la plupart des adolescents et des enfants, il n'y a plus ça. Je veux dire, si tu veux tromper ton ennui, tu prends ton téléphone et tu doom scroll, ou tu vas sur ton ordi et tu fais du gaming. Bien sûr, on a encore beaucoup de gens artistiques, créatifs, etc. Hein, ne nous méprenons pas. Mais c'est pas comme avant où t'as pas le choix. Et Flea raconte qu'un jour, Hillel le regarde et lui dit « Allez, je veux que tu rentres dans mon groupe et je vais t'apprendre à jouer de la basse. » Et quand il raconte ça, donc maintenant c'est un vieux monsieur, enfin c'est un homme d'un certain âge, il a plus de 60 ans, il dit ça m'a tellement touché, j'en ai pleuré, comment ça, moi il m'accepte, il veut de moi, il veut que je sois cool, il me fait assez confiance pour que je joue de la musique. Et en fait, effectivement, ça a changé sa vie, il a changé sa vie, donc je comprends que ça l'émeut, mais je me suis aussi dit, ce truc un peu de porter le regard, donc troisième observation, de porter le regard sur quelqu'un qui se sent insignifiant et qui n'a pas beaucoup confiance en lui et qui en plus vient d'une famille compliquée et qui n'a pas d'aspiration dans la vie, c'est pas souvent qu'on voit ça dans les médias, non? Ou peut-être que je me trompe, dites-moi, mais que quelqu'un rende publiquement hommage à quelqu'un qui a changé sa vie, mais de manière aussi, dans un moment presque insignifiant, qui devient un des moments les plus fondateurs de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que quand on regarde les cérémonies où tu rends hommage à tes aînés, ou aux gens qui sont là avant toi, les gens qui ont eu l'Oscar avant toi, et ce genre de choses, t'es déjà au sommet de ta carrière de chanteur ou d'acteur, et tu les as vus à la télé et t'as décidé d'eux. Mais quelqu'un qui te parle d'un moment d'amitié, et te dit, mais si
s'il n'avait pas vu ça en moi, ma capacité à jouer de la basse aussi bien que lui, je n'en serais pas là aujourd'hui. Donc, c'était très touchant. Anyways, donc je vous la fais très courte parce que c'est assez long quand même. Donc il se met à s'entraîner à la basse, il devient très bon. Et bon là, il y a une chaise musicale de groupe de rock, donc ils passent tous leur diplôme, ils sont tous amis, ils sont heureux, et puis c'est trop mignon parce qu'il y a plein de photos d'eux quand ils sont très jeunes. Et donc ils se mettent tous à jouer de la musique un peu plus sérieusement, sauf Anthony qui n'estime ne pas avoir de talent musical. Voilà, à ce stade-là, il ne sait pas chanter, il ne sait pas écrire, il joue pas d'instrument, donc du coup, il passe sa vie à rentrer dans des boîtes de nuit où il y a des groupes de rock qui se produisent, il fait des petits méfaits, il fait des petits coups, c'est pas stable chez lui, il doit survivre en fait, quoi, de hustling comme on dit. Et c'est la partie qui m'a fait sourire en me disant purée, mais tout part du rap en fait. Alors Anthony, qui je vous rappelle est le leader du groupe, raconte qu'un jour, il est là, il s'ennuyait, et comme je vous dis, il travaille pas vraiment, voilà. Et puis il écoute, il entend à la radio la voix de Grandmaster Flash. Et il découvre le rap en fait. Et il dit waouh, dinguerie. Non, il se dit waouh, c'est fou, mais comment est-ce qu'il fait ça? Donc là, ça commence à vraiment l'intéresser, il commence à écouter de plus en plus de rap, et de Grandmaster Flash principalement. Et donc de là, il commence à écrire quelques poèmes, des trucs qui riment, mais pour lui, c'est toujours pas sérieux en fait, il fait ça pour tromper l'ennui, encore une fois. Puis à côté de ça, il va voir ses potes jouer sur scène, dont Flea qui est dans 2 groupes différents. Peu importe, vous regarderez le documentaire. Et à un moment, il y a des embrouilles, il y a des loyautés qui se divisent, etc. Et pendant que tout ça se produit, en fait, ça commence à devenir sérieux leur affaire de rock, quoi. Ils font des tournées, ils font des trucs. Et puis Anthony, qui est pote avec eux tous, il est là à chaque fois. Et du coup, on l'appelle un peu le MC extraordinaire. Donc il vient sur scène pour les présenter. Et c'est trop drôle parce qu'il refait il s'imite en train de les présenter à l'époque. Et là, voici le groupe le plus phénoménal des Indes. Et puis voilà, il fait un backflip et puis il est à moitié nu et puis voilà. Et c'était son seul taf, quoi, de venir les présenter un peu comme un hype man, quoi. Et à un moment, il y a une grosse embrouille entre les garçons, là. Et là, ça devient super intéressant parce qu'ils deviennent super potes avec un gars qui s'appelle Gary Allen. Gary Allen, en fait, c'est un performance artist, donc c'est un artiste qui fait des performances, c'est-à-dire que voilà, le délire conceptuel, vous connaissez, et il fait un peu de musique, il fait un peu de poésie, il fait un peu de mode, et surtout, il est queer, quoi. Et à cette époque-là, ils tombent sur eux un peu hasardeusement, ils font des soirées ensemble, ils s'amusent beaucoup, ils font plein de trucs bêtes, notamment, il y a un moment où Flea raconte que ils font énormément de drogue, et un jour il a... Enfin, je ne veux même pas vous raconter, vous allez regarder juste le documentaire, il a fait un truc bête, mais j'avoue que ça m'a fait rire. Et en fait, Gary Allen passe énormément de temps avec eux, est témoin de leur amitié, devient ami avec eux, mais je vous rappelle qu'ils sont amis depuis leur adolescence, donc des gens que tu connais depuis que tu as 11, 12, 13 ans, et après vous arrivez dans la vingtaine, ensemble, vous avez déjà quoi, un peu moins d'une décennie d'amitié presque en fait. Et lui, il arrive un peu de manière hasardeuse. Et à un moment, quand il y avait 2-3 des mecs qui sont en embrouille à cause des loyautés différentes, Flea qui hésitait entre jouer dans un groupe ou jouer dans un autre, Hillel qui s'embrouille avec je sais plus qui, je me rappelle plus très bien, mais vous regarderez le documentaire, Gary Allen leur dit écoutez les gars, ça suffit, hash it out, donc faites la paix, c'est bon, rabibochez-vous. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas monter sur scène, vous, Anthony, Flea, Hillel et Jack, qui lui aussi il a des loyautés un peu partagées, il joue dans un groupe, il joue dans un autre, mais il est très low-key, quoi. Donc je vous rappelle que Anthony c'est le chanteur, Hillel il joue de la guitare, il joue de la basse, Flea joue de la basse, Hillel lui a appris, et puis il y a Jack qui est drummer. Et alors qu'à la base, ils étaient tous dans des groupes différents, et Anthony n'avait pas de groupe, il n'est pas chanteur, je vous rappelle qu'il n'a jamais fait ça.
Et là, il raconte, Gary Allen, dans le documentaire, et je leur ai dit, montez sur scène. Et bon, ils se sont dit, ok. Et c'était la toute première fois où ils jouaient ensemble, donc le trio d'amis qui se connaît du lycée, et Jack, le drummer, qui lui faisait partie je crois, du groupe originel de Hillel, Anthem, je crois, hein, ou alors dans un autre groupe, peu importe. Et Gary Allen raconte que c'était hyper magique ce soir-là, qu'ils ont joué une de leurs toutes premières chansons ensemble, et l'unique chanson qu'ils avaient faite d'ailleurs, que c'était la première fois que Anthony était sur scène en tant que chanteur, quoi. Et en fait, troisième constatation, quatrième, je sais plus où j'en suis. Je crois que c'est la troisième, quatrième je pense. C'est que, en fait, dans le documentaire, il y a pas mal de moments où Flea dit que il voyait d'autres groupes sur scène, et ce qu'il voyait sur scène, il voulait ressentir ça quand lui-même il jouait, ou incarner ça, ce petit truc magique en fait. Et il dit que à un moment il jouait dans un groupe, puis il voit un autre groupe sur scène et il se dit ah mais eux ils ont ce truc que moi j'ai pas dans ce groupe là, donc il passe dans l'autre groupe qu'il a vu sur scène, et là il se dit ouais on s'en rapproche mais c'est pas encore ça, qui a un élément qui manque en fait, un peu le the it factor comme on dit. Et ensuite, et ça j'ai adoré cette partie, il dit quand on a joué sur scène ce soir-là, avec Hillel, avec Jack et avec Anthony, ce truc qui me manquait depuis quelques années, je l'ai trouvé. Et c'était incroyable comme sensation. Et tout le monde confirme. Hein. Anthony dit que c'est sa première fois sur scène, mais c'était magique. C'est comme s'il savait exactement quoi faire, quand et tout. Et tout le monde dit ça. Et la partie que j'ai préférée, c'est Gary Allen qui dit en fait, leur décennie d'amitié s'est retrouvée vraiment compactée, et en ces 5 minutes qu'ils ont fait sur scène, en un moment magique et parfait. Et ça, c'est mon gros constat qui répond en fait à la question de où sont passés les groupes de rock. Donc j'y arrive. Et là, Gary Allen aurait dit c'était incroyable, c'était hot, et c'était brûlant, quoi, et c'était tellement c'était pressant en fait, c'est-à-dire que l'énergie qu'il a ressentie était rouge, c'était red hot, c'était comme du piment, Red Hot Chili Peppers, et qu'apparemment ce serait lui qui serait à l'origine du nom du groupe, ce que je ne savais pas. Et je vous l'informe si vous ne le saviez pas. Et comment vous expliquer ? Je veux dire, on parle quand même de quelqu'un qui n'avait jamais pris de cours de chant, qui n'avait jamais écrit, même qui a eu son bac, son bac américain, qui a abandonné l'école. Il a commencé l'université, il a pas continué parce que c'était pas pour lui, qui n'avait pas d'endroit où dormir. Anthony Kiedis, il faisait du couchsurfing, et qui se retrouve à être le frontman, le leader d'un groupe de funk rock. Parce que oui, en fait, c'est là que la vision s'installe. Lui, il vient et puis il rappe à moitié pendant que les gens, ses amis, jouent du rock derrière. Et puis, voilà, vous connaissez, ils sont toujours à moitié nus, ils font des backflips, ils font des saltos, ils font plein de bêtises sur scène. Et c'est tellement entraînant que la foule est enivrée, en fait. Donc, il continue à faire plein de scènes comme ça, non-stop. Et c'est là qu'il se professionnalise un peu, jusqu'à ce qu'il y ait signature avec un label. À partir de là, je vais m'arrêter là parce que vous connaissez le reste de l'histoire. Et puis, vous pouvez aller regarder le documentaire. Mais ce documentaire est en l'honneur de Hillel parce que il est décédé d'une overdose de drogue, parce que lui et Anthony n'ont pas arrêté de consommer. Ils ont commencé dans leur jeunesse et ensuite ils n'ont pas arrêté. Et il y a beaucoup de leur musique des années 90, de cette période-là en fait, qui touche au fait à la rémission en fait de Anthony, qui après le décès de son ami parle de son rapport aux drogues dures, en fait. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que quel est le lien avec ce dont on parle tout le temps ? C'est que... Vous savez ce hit factor que Flea cherchait et ne trouvait pas ? Il a fallu qu'une personne tierce leur dise essayez de vous réconciliez-vous déjà, parlez un peu, et ensuite allez vous réconcilier sur scène pour sceller l'amitié à nouveau, et qu'au final, ça se retrouve à être le début
de leur carrière musicale et qui a duré quoi, 30, 40 ans. Ils font toujours de la musique en fait. Premièrement. Deuxièmement, elle est dans les années 70, 80. C'est une magie qu'on ne peut pas réitérer en fait. C'est comme Londres dans les années 2000. Ça peut pas se répéter. Et en fait, je ferai un épisode là-dessus sur la période Skins, Falls, tout ce qui s'est passé à l'époque, là, Amy Winehouse et compagnie, parce que c'est un peu comme l'épisode que je vous avais fait sur le Zeitgeist, où je vous dis que si vous êtes à un endroit précis, à un moment donné, géographiquement et idéologiquement aussi, et qu'en plus vous êtes à un moment de votre vie, c'est presque comme, désolé de l'analogie religieuse, mais c'est presque comme si vous venez d'être touché par la main de Dieu, en fait, créativement, musicalement, parce que Anthony, à la base, venait, je crois, du Massachusetts, ou ailleurs aux États-Unis, vivait avec sa mère, qui s'est remariée, qui a eu d'autres enfants. Donc il avait une vie très stable là-bas. Il a quand même décidé d'aller risquer beaucoup de sa vie en allant vivre avec son père, parce qu'il aimait bien la vibe de LA. Il y passait ses étés, et à un moment, ils l'ont juste ship over there, ils l'ont envoyé là-bas, et voilà, tu restes là-bas, et c'est tout. Qu'est-ce qui se serait passé s'il ne s'était pas retrouvé là-bas? Donc déjà, capturer l'essence des temps, en fait, de la ville, mais aussi leur amitié très très forte. À plusieurs reprises dans le documentaire, ils se disent I love you man, I love you guy, I truly love you, genre l'amour que t'as pour un ami, mais aussi le fait qu'ils faisaient famille parce qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. Et le fait que le temps libre qu'ils avaient, tu vis la vie, en fait, tu vis des expériences, qu'elles soient hyper positives, donc le fait de l'amitié, être sur scène, ou hyper négatives, c'est-à-dire les drogues dures et compagnie. Et en fait, ce documentaire qui a été réalisé par Ben Feldman, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je me suis dit, mais est-ce que ça, un jour, ça pourrait être reproduit dans le rock? Parce que quand tu étudies un peu la formation des groupes de rock, c'est souvent très hasardeux. Typiquement, par exemple, moi, cette histoire, elle m'hallucine. Le gars de Coldplay, qui est leur drummer, s'est retrouvé à être leur batteur, sans jamais avoir était batteur en fait. Il était juste là au bon moment. Chris Martin et son pote, ils ont fait un duo de rock, et puis ensuite lui il est venu se rajouter parce qu'ils avaient besoin d'un drummer. Ok, ce sera toi. Il a dit ok. Et en fait, je me suis fait la réflexion, même dans le cas de Shadé, c'est hyper hasardeux. Elle était en école de mode, elle est un peu bohème, elle a suivi un groupe qui faisait un peu de la musique sur scène, et elle était là, toute modeuse qu'elle est, et puis elle écrivait ses poèmes derrière, et puis un jour, elle a pris le micro, et à la base, elle n'était pas chanteuse, quoi. C'est hyper hasardeux. Et quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, musicalement, désolé, mais c'est rarement hasardeux, en fait. On voit les gens grind et hustle sur des décennies. C'est le cas pour tout le monde, j'ai même pas besoin de... C'est le cas de Doja Cat, il y a toutes les vidéos. Doeshi a toutes les vidéos. Comment il s'appelle Erastar s'est documenté. Thames aussi s'est documenté, sans que ce soit non plus des décennies. Mais c'est des gens qui, pendant longtemps, ont essayé. Wizkid, c'est pareil. Bon, lui, c'est même pas un bon exemple, parce que ça fait très longtemps qu'il fait de la musique. C'est documenté, en fait. Et en fait, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un truc qui est propre au rock, et je pense que c'est le cas, ou c'est souvent un peu hasardeux? Et quand je vous parle de la vision, souvent il y a un délire en fait, c'est-à-dire que à partir de là, les Red Hot Chili Peppers, quand ils ont eu leur label, la signature avec le label, je crois que Hillel a dit qu'il signerait pas avec eux, il était très loyal à l'autre groupe dans lequel il était, donc il est resté avec l'autre groupe, même s'il savait au fond de lui que c'était pas la bonne décision. Malgré ça, ça les a pas empêchés de continuer, partir en tournée, gagner de l'argent. Notamment, il y a Flea qui dit, et ça c'était très touchant, qui dit moi, tout ce à quoi j'aspirais dans ma vie, c'est avoir une petite famille, ma petite femme, mon enfant, un taf pas trop pénible, pas trop chiant, qui me permette de survivre, et c'est tout. Et si possible, si je peux faire ce que j'aime à côté, ça m'irait. Et j'ai adoré parce qu'il finit le documentaire en disant au final il a une femme, il a un enfant, et surtout il a gagné énormément d'argent en faisant exactement ce qui lui plaisait de faire.
Et pourquoi je vous parle de vision, c'est parce que si vous écoutez Can't Stop, qui est sorti, mais ils avaient déjà 20 ans de carrière quand Can't Stop est sorti, je crois, hein, à peu près, ils chantent pas. Ils rappent un peu de manière singy-songy, en fait. Can't Stop, voilà, c'est ce qu'il fait. C'est très rythmique et c'est très similaire à ce qu'ils faisaient au tout début de leur carrière, parce qu'à un moment, il a eu la vision d'en faire un groupe funk rock, en fait. Parce qu'il écoutait un groupe qui s'appelait Defunct, qui faisait de la funk, en fait. Qui vient de New York, je crois, d'ailleurs. Donc, quand je vous parle de vision, par exemple, dans le cas de Falls, le groupe de rock, eux, ils faisaient un genre qui s'appelle le math rock. Je ferai un autre épisode dessus. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est un délire oxfordien. C'est-à-dire qu'ils venaient d'Oxford, ils étaient étudiants, et apparemment, il y avait un délire où les gens faisaient du rock, mais du rock un peu trop intellectuel, où tu pouvais pas danser, où les gens ne dansaient pas. Je pense que ça fait peut-être partie du côté de l'atmosphère privilégiée. Et qu'ils ont décidé, pour un peu embêter les intellectuels d'Oxford, de faire un rock qui était très... c'est très complexe, hein, le math rock, hein, c'est des signatures rythmiques particulières. Après, je suis pas guitariste, donc si quelqu'un est guitariste peut m'expliquer, il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est un peu le côté contre le système. Et puis, ils ont décidé de ne pas jouer dans des bars et tout, mais jouer que dans des soirées pour faire danser les gens, en fait. Et c'est un de mes albums préférés, Antidote. Effectivement, il y a une partie qui est très aérienne, mais il y a une partie qui est très dansée. Surtout, ils ont fait un EP avant Antidote. Il y a Brazil is Here, il y a des sons vraiment pas mal, hein, de mon humble avis. Et parce qu'à un moment, il avait le délire de ouais, vas-y, j'ai envie de faire danser les gens. J'ai envie de faire danser les gens et j'ai envie de contrecarrer ce délire trop privilégié. Et en fait, ça m'a fait tirer deux conclusions. Comme je vous ai dit, la vision. S'il n'y a pas une personne qui a la vision pour le groupe, soit ça ne marchera pas, hein, tout simplement, soit à un moment donné, ça va prendre énormément de temps pour que ça fonctionne. Mais il faut aussi que la vision soit suivie. Ça me fait un peu penser à A$AP Ferg, A$AP Rocky, A$AP Yams, qui avaient la vision pour le groupe. A$AP Rocky qui a suivi à fond alors qu'il a rejoint le groupe beaucoup plus tard. Et A$AP Ferg qui croyait pas vraiment, en fait. Enfin, ça le faisait doucement marrer, quoi. Et le deuxième truc, surtout, et ça, je vais essayer de me plonger un peu plus dedans, hein, pour parler de créativité et de l'expression de la créativité. Aujourd'hui, les relations tiennent pas du tout, en fait. Enfin, c'est un constat. Les relations ne tiennent pas du tout. Je pense aussi que le fait qu'on soit dans des sociétés de surconsommation, mais déjà de produits, mais aussi de tout, c'est-à-dire que des gens, des relations amoureuses, humaines, amicales, fait qu'il n'y a pas de volonté de maintenir des relations, même pas saines, hein, juste de les maintenir. Bien sûr, c'est important de maintenir des relations saines, hein, je ne dis pas le contraire. Mais je veux dire, on parle quand même, là, dans ce dont je vous raconte, on parle de gens qui avaient des addictions très, très, très difficiles et des amis qui ont porté leurs amis à travers ces moments très difficiles de leur vie, en fait. Littéralement, ils ont un ami qui en est décédé parce qu'un autre de leurs amis, apparemment, hein, je sais pas à quel point c'est vrai, l'aurait entraîné dans ce tourbillon infernal des drogues dures. Le groupe n'a pas explosé, ils sont restés amis, ils ont continué leur carrière. Regardez le documentaire. Et puis, bon, bien sûr, ils ont dû le remplacer musicalement, mais ça n'a pas heurté les liens qu'ils avaient entre eux, en fait. Parce qu'à un moment donné, ils ont été super committed, ils s'y sont maintenus et puis ils sont engagés dans le groupe ensemble. Et aussi, à leur amitié, ils y tiennent fortement, en fait. Ce hit factor-là, je pense que dans les autres genres, il faut la décennie de recherche. J'en parle souvent, en plus. Parce que souvent, les personnes sont seules, hein, c'est pas forcément des groupes. Ou alors, les groupes sont constitués de manière un peu artificielle, hein, c'est-à-dire que, il y a plusieurs années, j'avais vu un casting pour un trio de chanteuses à Londres et je me suis posé la question, bon, est-ce que tu fais pas le casting? Et après je me suis dit, je suis pas une si bonne chanteuse que ça et je pense pas que je serais très bonne en groupe, en fait. Enfin, je suis pas très bonne en harmonie,
Enfin bref, je pense pas, donc j'avais pas auditionné. Et comme les Spice Girls, c'est un groupe qui est fabriqué, tous les groupes dans la pop en fait sont fabriqués. Alors quand on regarde les groupes qui ont duré des décennies, le noyau dur, c'est soit familial, soit une amitié, comme dans les autres, enfin voilà, les Destiny Child, les Jackson 5, vous connaissez. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que rien n'est laissé au hasard dans ces groupes-là. C'est-à-dire que vous connaissez, vous connaissez l'histoire des Jackson, vous connaissez l'histoire des Destiny Child, elles ont travaillé dur, travaillé dur. Là, on se retrouve souvent avec bah ça dit d'être bassiste. Non, t'inquiète, je vois en toi que il y a un truc en toi qui va faire que tu vas devenir un excellent bassiste. Et ah mais pourquoi tu vas pas sur scène et tu vas chanter avec tes potes alors que t'as jamais chanté, t'écris pas tant que ça dans ta vie, mais juste parce que l'amitié est là et elle est forte et qu'ils ont pas le choix en fait. Et je pense qu'aujourd'hui le fait qu'on ait énorme, pas juste le choix, c'est normal d'avoir le libre arbitre, mais on ait énormément de choix fait que bah, t'as le choix de recommencer avec une nouvelle personne, t'as le choix de recommencer avec... Enfin, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et bon, j'en suis la première victime, hein, croyez-moi, parce que j'aime bien toucher à beaucoup de choses artistiquement. Mais je me dis aussi, si tu sais que t'as pas le choix, que c'est le seul truc que t'aimes faire dans ta vie, et que c'est ta seule famille, tu vas le faire jusqu'au bout. Tout comme mais le gars qui est venu hasardeusement pour dire bah, « je serai votre batteur », alors qu'il a jamais été batteur de sa vie, et qui se retrouve à être dans Coldplay, quoi. Là où Pink Pantheress, depuis qu'elle a 14 ans, elle essaye la go, quoi. Ça fait 10 ans. Du coup, j'ai commencé à me renseigner en me disant mais où est passé le rock ? Parce que aujourd'hui, tu me demandes un seul groupe de rock qui est mainstream, je peux pas t'en citer un seul. Je vais revenir à tout ce que je connais, quoi. Les gens qui avaient chanté Banquet, là. Je sais pas si vous voyez. Enfin, vous voyez tous les groupes connus, quoi. Arctic Monkeys, I see you walking from a distance. Bref, j'arrête. Radiohead, Oasis, Gorillaz, Coldplay, Muse aussi, purée, je les avais oubliés. The Cooks, et voilà. Mais un groupe nouveau qui est sorti là dernièrement, je saurais pas du tout vous dire. Après, peut-être que je suis pas très renseigné musicalement, ce qui est très possible. Donc, du coup, je vais faire mes recherches maintenant. Mais du coup, en cherchant, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, je suis tombée sur un thread Reddit où un gars a dit un truc super intéressant. Donc, je vous le lis, c'est en anglais, mais je vous traduis. Ça fait quelques années que je dis ça. Ça fait quelques années que... Attendez, je me mets dans le personnage. Ça fait quelques années que je vous dis ça. Le rock est entré dans le statut legacy music. Legacy, ça veut dire héritage. Un peu comme le blues, un peu comme le jazz avant ça. Ça veut pas dire que c'est mort. Hein. Il y a toujours de la nouvelle musique. Il y a toujours des fans, hein, et puis il y a beaucoup, beaucoup de ventes. Hein. Il y a des récompenses qu'on leur donne. Comme le blues, comme le jazz. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est plus le centre de la musique populaire. C'est plus le zeitgeist. Comme le blues, comme le jazz. Ce qui énerve les gens, c'est que ça arrive pendant qu'ils sont encore en vie. Et ça fait bizarre. Pour la plupart des gens en vie de nos jours, purée, c'est super bien écrit. Le blues, le jazz, ça a toujours été de la musique un peu héritage, legacy music. Donc c'est pas... Donc voilà, c'est pas un problème. Mais maintenant qu'un genre avec lequel tu as grandi est identifié... Maintenant qu'un genre avec lequel tu as grandi et avec lequel tu t'identifies est en train de passer dans ce territoire, c'est une pilule très difficile à avaler. Hein. Mais le truc, c'est que ça va pas arrêter la musique. Hein. Ce sera toujours disponible pour le restant de nos vies. Moi, personnellement, je pense que d'ici 10-15 ans, le rock va aller vers une trajectoire, la même trajectoire dans laquelle elle est maintenant. Et ça va devenir de moins en moins influential. Il y aura des... Ça va... Ah purée. Ouh, ça va revenir. Il y aura un peu de survie occasionnellement, comme le blues, le jazz. Mais ultimement, ça va devenir un autre outil dans la boîte à outils de futurs musiciens dans laquelle ils pourront se servir. Vous en pensez quoi ? Ma théorie, en fait, pour répondre à pourquoi il n'y a plus de groupes de rock et ce genre de choses, c'est que il n'y a plus cette urgence à explorer cette amitié. Il n'y a plus cette urgence à avoir une vision. Il y a plus ce maintien, ce positionnement même idéologique. Aujourd'hui, on dirait ouais, c'est un délire. Mais à l'époque, un gars qui se lève, après j'ai pas toute l'histoire, mais un gars qui se lève et qui dit ah vas-y, moi j'en ai marre d'être là avec des personnes un peu privilégiées qui veulent pas danser pendant que les gens font du rock. Moi je vais faire du rock compliqué qui va être funky. Ça c'est Falls, hein. Là je parle de Falls. Et puis je vais prendre le positionnement
d'en jouer dans des groupes, dans des soirées et pas dans des bars. Je veux dire, tu te mets bien en tête de ça dans les années 2000, 2005, 2006, 2007, et tu te retrouves à être un des groupes les plus connus au monde. Là où, aujourd'hui, quand tu as un délire de positionnement comme ça, tout le monde te regarde en mode il est chez père celui-ci. Et c'est pareil, c'est même cette urgence de maintenir et de préserver l'amitié, parce que toi, ta survie en dépend, mais aussi d'avoir des gens qui they care enough, c'est-à-dire qu'ils t'aiment assez pour dire, vous savez quoi, allez sur scène un peu pour branche de l'olivier, pour sceller cette amitié. Mais qui peut encore témoigner de ça aujourd'hui? Après, bien sûr, on n'est pas dans notre petite vingtaine, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est une spécificité qui est tellement intéressante. Et puis il y a aussi un autre truc, c'est que c'est tellement facile d'être diverti aujourd'hui. Je veux dire, bien sûr, tout le monde va toujours à des concerts, mais t'es sur ton téléphone et tu assistes à tout sur Internet maintenant. Donc, il n'y a plus ce truc de « Ah, je sais pas quoi faire de mes journées, je sais pas où aller, je sais pas... » Dans le documentaire, il dit « That street hunger, that hunger for life », donc cette faim de la vie, en fait. L'école de la rue, comme on dit. Je trouvais ça assez touchant. Donc, c'est vrai que je me suis dit « il y a un manque de vision. » Premièrement, il y a un manque de vision. Deuxièmement, il n'y a plus même le temps pour cette période de recherche. Il n'y a plus même l'étal, il n'y a plus d'argent pour cette période de recherche. Plus personne n'a le luxe de passer 10 ans à juste réfléchir à la vie, au monde, à explorer aussi, à vivre plein de choses et à ressortir de sa cave et dire voilà, je suis prêt à être musicien, musicienne, chanteuse, surtout pour les personnes noires, hein, encore moins le cas. À moins que tu décides de faire ça dès le début professionnellement et que tu vas en école de musique, tu apprends un instrument, à côté tu chantes, bref, vous avez compris. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Juste au passage, hein, pour ceux qui n'écoutent pas Red Hot Chili Peppers ou pensent ne pas connaître, vous pouvez aller écouter leurs sons les plus connus. Hein. Scar Tissue, qui est une chanson sur le rapport de Anthony avec les drogues très très dures. Hein. Can't Stop, qui est la plus connue, hein, je pense que vous connaissez. Under the Bridge, qui est la chanson qui apparemment les aurait fait basculer dans le mainstream. Là, on est déjà dans les années 90. C'était après le décès de Hillel, qui était le gars qui fait partie de l'architecture de la vision du groupe. Donc, rendez-vous compte, ils ont déjà plus d'une décennie de carrière avant de passer dans le mainstream. Hein. Donc voilà. Période de recherche quand ils ont entre 14 ans et la vingtaine, où en fait c'est une période où ils sont amis, ils passent du temps avec d'autres groupes de rock, autour de musiciens, et ensuite période d'expression artistique, donc comme ce que je vous ai expliqué, puis on passe de l'autre côté des années 90, et c'est que là qu'ils deviennent mainstream. Donc là ils sont déjà hyper aboutis et accomplis en fait. Voilà. Et puis il y a Snow, hein. Hey oh, listen to what I say oh. Puis ensuite Californication, qui est pareil, une de leurs chansons les plus connues. Donc ils sont quand même arrivés dans leur quarantaine avant d'avoir des sons super mainstream. J'espère que ça vous donne un peu d'espoir. Voilà. J'ai oublié de dire un truc hyper important. Leur album qui a le plus marché, Blood, Sex, Magic, je crois, a été aussi... à la production, il y a George Clinton qui est connu pour être l'un des pères de la funk et qui aurait participé à l'album en fait. Donc c'est pour ça, c'est resté super dansant. Même si leur style a évolué, a beaucoup changé. Entre-temps, Anthony, il a appris à chanter, hein, vous entendez. Dans plusieurs des chansons, il chante. Et puis c'est une écriture qui est très accessible et très émotive et très introspective aussi. Voilà. En espérant que vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez surtout pas à partager et à me faire des retours. Voilà, passez une excellente soirée.